Il est 8h10, l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin le député de la majorité, Raphaël Gérard. Député de Charente-Maritime, bonjour et bienvenue à vous, Raphaël Gérard. On a donc vu et entendu que le pass vaccinal avait été adopté en première lecture à l'Assemblée à 5h30 ce matin. Merci d'être avec nous avec ces grosses journées. Vous avez marqué ces débats de votre intervention lundi quand ça commençait à se tendre, en parlant de ce que le Covid vous a fait endurer à vous. On réécoute un extrait de votre intervention pour commencer. Ma liberté aujourd'hui, vous voyez, elle est là. C'est 30 cm de câble et 3 kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël Gérard, à ce moment-là, pour que vous décidiez d'interpeller vos collègues, de leur dire voilà, je vais vous raconter ce que c'est que le Covid et le Covid long? Je crois qu'il y avait on le sent dans l'émotion de mon intervention, il y avait un peu de colère de ma part, de colère et de perplexité face à la tournure que prenait le débat à ce moment-là. On voyait bien, alors je l'avais anticipé, je n'avais pas anticipé la prise de parole, j'avais anticipé la tournure que le débat risquait de prendre assez vite. Simplement, à la lecture des amendements, on voyait bien qu'il y avait une volonté des oppositions de faire de l'obstruction. Et de répéter inlassablement les mêmes arguments. Mais là, on était quand même arrivé à une espèce de point de la discussion qui avait basculé dans l'absurde. Et là, c'est l'homme qui parle, c'est pas le député, c'est pas l'élu. C'est l'homme qui parle, oui. C'est l'homme qui parle, et c'est pas tant mon sujet c'est pas tant mon sujet personnel. C'est de dire que finalement, mon exemple, je fais partie de gens dont on parle assez peu. Quand on parle de cette épidémie, on voit des malades dans les services de réanimation, ça on en voit beaucoup depuis 2 ans, on a ces images qui sont des étapes par lesquelles je suis passé, mais on ne parle pas de ceux qui en sont sortis et dans quelles conditions ils en sont sortis. Et les Covid longs comme vous, avec des séquelles, vous avez fait 6 semaines d'hospitalisation et 12 jours de coma, c'est ça? J'ai fait 6 semaines la première fois pour l'épisode de Covid pulmonaire, et ensuite mon cœur a lâché, donc j'ai refait 3 mois d'opération, chirurgie. Coma, etc. Ça a commencé comment? Parce que vous étiez un homme dans la force de l'âge, en pleine forme. Vous n'aviez pas de comorbidité, comme on dit? Pas du tout. Je suis membre de la commission des affaires culturelles, qui a été un des premiers clusters au moment où on discutait de la réforme de l'audiovisuel public. Et donc, une des toutes premières personnes contaminées dans un état grave. Il se trouve que le hasard a fait que je me suis retrouvé hospitalisé à Aurillac, où j'étais vraiment le premier patient qu'ils aient eu à traiter et à intuber. Donc à un moment où on tâtonnait beaucoup, où on expérimentait, quand je regarde la liste des molécules qui m'ont été administrées pendant mon coma, je vois bien qu'on essaie de trouver des solutions. Les médecins cherchaient, en fait. Les médecins cherchaient, absolument, oui. Et vos séquelles, aujourd'hui, elles sont définitives? Elles sont définitives, ça, c'est votre, entre guillemets, votre cœur, c'est ça qui est en bandoulière, c'est ça, qu'on voit. La technologie a fait des progrès spectaculaires. Et donc, elle est définitive. Mon espoir, ensuite, c'est d'aller à la transplantation cardiaque. Ce qui est à peu près la seule option qui me reste aujourd'hui. Mais vous avez des gens... Comment, vous êtes obligé de vous brancher, c'est ça? Oui, j'ai cette sacoche que j'ai montrée, là, qui ne me quitte jamais, dans lequel j'ai des batteries, un contrôleur, C'est ce qui vous permet de vivre aujourd'hui. Absolument, oui. Sans quoi je serais hospitalisé sous ECMO ou... Voilà. Donc cette maladie a la particularité d'attraper un point faible qui tantôt va être... Alors vous avez des patients qui ont fait des AVC, vous en avez qui se retrouvent en insuffisance rénale, en insuffisance hépatique. C'est très différent d'une personne à l'autre. Mais un AVC, c'est la même chose. Ça vous laisse des séquelles extrêmement graves. Et je l'ai vu suite à mon intervention. J'ai reçu des monceaux d'insultes, d'une part, et puis aussi énormément de témoignages de personnes qui me disent merci d'avoir parlé. On vous a insulté après ce que vous avez dit à l'Assemblée? Absolument. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Le plus spectaculaire, je crois que c'est qu'on m'a accusé d'avoir bidonné, puisqu'on a retrouvé des photos où j'avais pas donc il devait être d'avant 2020. Et parce que depuis que je suis revenu à l'Assemblée, je porte ce dispositif, parce que je ne peux pas vivre sans. Mais là encore, c'est pas tant le sujet, c'est donnons la parole à ces personnes dont la vie a été bouleversée. Et j'ai parlé un moment aussi des personnes qui sont décédées. C'est que je vois les ravages que ça a fait dans ma famille, les périodes d'angoisse qu'ils ont eu à traverser, que ce soit mon compagnon, ma mère, mes amis, mon frère, etc. Et qu'aujourd'hui, ces familles qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches restent dans cette souffrance-là. Alors, il y a le patient Raphaël Gérard, et puis il y a le député. Ça fait bientôt 2 jours que les politiques de tous bords s'invectivent sur le mot choisi et utilisé par le chef de l'État Emmanuel Macron, qui veut emmerder les non-vaccinés. Comment vous la vivez, vous, cette séquence?
Après, le choix du champ lexical appartient au président de la République. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas raison d'employer des mots Pas pareils? du tout. Moi, je ne peux pas lui reprocher d'avoir un mouvement d'humeur, puisque mon intervention lundi était aussi une forme de mouvement d'humeur par rapport à une situation qui frôle l'absurde. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai danger pour notre démocratie à laisser penser, et c'est ce que je reproche et qui aussi était un peu en filigrane de mon intervention, c'est dire attention, ne laissons pas penser aux Français que la liberté, c'est le droit de tout faire quand on veut, comme on veut, et sans se préoccuper de personne. Aujourd'hui, notre pacte républicain, c'est un triptyque, liberté, égalité, fraternité, et on ne peut pas marcher sur un seul pied de ce tripode. Ce à quoi répondent des non-vaccinés, pas forcément des antivax. Ouais. C'est indigne ce qu'il a fait, parce qu'il met dans le même sac les antivax, les militants, les purs et durs, les complotistes et tout ça, et les gens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, ce qui est leur droit, puisque la vaccination n'est pas obligatoire contre le Covid. Mais moi, je ne remets pas du tout en cause la liberté de choix. Simplement, et c'est aussi ce que je voulais dire lundi soir, c'est que pourquoi leur liberté d'antivax ou de personnes non vaccinées serait supérieure à la liberté des personnes qui sont fragiles, soit parce qu'elles ont déjà eu le Covid, soit parce qu'elles ont d'autres pathologies qui en font des personnes fragiles. Donc ce serait aux personnes, si on va au bout de cette logique, ce serait aux personnes malades de se retirer de la société en attendant que ça passe, et pas aux autres pour que les antivax puissent exercer leur liberté. Vous leur en voulez aux non-vaccinés ou pas? Au fond de vous? À titre personnel, non. Individu par individu, c'est pas ça le sujet. C'est que je déplore c'est plus l'idée que ça véhicule, et c'est pour ça que la position des oppositions me gênait beaucoup. C'est de donner l'impression que oui, au nom de la liberté, on peut tout faire. Or, c'est pas ça. Et je crois que quand on regarde l'intégralité de l'interview du président de la République, il le rappelle très bien. L'objectif, c'est quand même d'éviter que monte cette petite musique qu'on voit apparaître, de dire on va arrêter de soigner ou on fera payer les personnes qui sont non vaccinées, parce que c'est un choix de leur part. Je crois que si on arrive là, on franchit une espèce de point de non-retour. En revanche, effectivement, je pense qu'il faut leur rappeler, c'est notre responsabilité de personnalité politique, il faut leur rappeler qu'effectivement, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Ouais, on regarde des chiffres, un record de contamination hier, plus de 332 000 en 24 heures, 297 morts encore pour la seule journée d'hier. Quand on voit ces chiffres, on voit la gravité de la situation. Est-ce que vous dites que le spectacle présenté aux Français par l'ensemble de la classe politique est à la hauteur? Absolument pas, et c'était le sens de mon intervention. On sortait d'un débat de à peu près 20 minutes sur la consommation de cacahuètes à bord des trains, qui était d'une indigence et d'un décalage par rapport à la réalité. Et donc, ma volonté, c'était de les rappeler au réel. Parce qu'on a perdu quand même 2 jours. On aurait dû voter ce texte dans la nuit de lundi à mardi. Il a été voté ce matin. 2 jours, vous le dites, c'est plus de 600 000 personnes contaminées. C'est un peu plus de 500 morts. Alors, je ne dis pas qu'on les aurait évités en votant ce texte, mais c'est 2 jours perdus. Et avec la croissance de l'épidémie, avec l'irruption de ce variant Omicron, il faut s'attendre à ce que ces chiffres encore gonflent. Et donc toutes les mesures qui peuvent être prises, et encore une fois, c'est un continuum. Il n'y a pas que la vaccination. Effectivement, elle n'empêche pas forcément la contamination, mais elle est un élément du dispositif. Merci beaucoup, Raphaël Gérard, d'être venu dans Télématin. Je sais que ce n'est pas un exercice facile pour vous, que vous êtes fatigué légitimement et que vous ne voulez en aucun cas devenir le Covid long de service, comme on dit. Merci donc vraiment beaucoup d'être venu. Bon courage à vous. Merci à vous.